Je vous propose tout de suite de commencer avec une réflexion sur repenser la dynamique des territoires. Constituer un lieu de subsidiarité par rapport aux institutions, trop souvent centrées sur leurs compétences et leur périmètre, ça a été évoqué, concourir à la mise en place de synergies avec les politiques locales, favoriser l'expression de problématiques interterritoriales. Tout ça, ce sont tout un tas de missions, de questions qui se posent par rapport au Conseil de développement et à cette manière de repenser les dynamiques territoriales. Pour cela, je vais vous demander d'accueillir Olivier Bouba-Olga. Merci de nous rejoindre sur scène. Vous êtes monsieur économiste de formation, professeur des universités en aménagement de l'espace et en urbanisme à l'UFR de sciences économiques de l'Université de Poitiers et en charge d'enseignement à Sciences Po Paris. Vos recherches portent sur la géographie économique, l'économie de l'entreprise et de l'innovation, ainsi que sur l'analyse quantitative et qualitative justement des dynamiques de territoire. Et vous interrogez depuis quelques années le discours sur la métropolisation. On va vous laisser la parole pour aller plus loin et nous permettre d'aller plus loin sur cette dynamique des territoires. Merci de l'accueillir. Bien, merci. Merci. Ah, on voit pas très bien l'assistance. Merci à tous. Bonjour. Donc effectivement, alors économiste, moi j'ai plutôt l'habitude de me présenter comme chercheur en sciences sociales, parce que je croise en gros des analyses qui relèvent de l'économie, de la géographie, de la sociologie, et puis c'est peut-être un des messages que je vais essayer de faire passer, mais ce qu'on a besoin surtout, c'est de comprendre des systèmes un peu complexes, et donc se limiter à des compétences dans une discipline, c'est pas très efficace. Alors dans les travaux, peut-être indiquer un peu d'où je parle, et puis pour donner des éléments, enfin c'est la petite minute de publicité. Je vais aller forcément assez vite, j'ai une petite demi-heure pour faire passer des idées, après il y aura un temps d'échange avec vous. Si vous voulez compléter sur ce que je vais dire, donc il y a un petit ouvrage, j'ai vu qu'il était disponible à l'entrée là, donc j'ai publié il y a 1 an, qui s'intitule Dynamique territoriale, éloge de la diversité. C'est un travail qui est issu d'une recherche que j'avais développée pour l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un travail qui a porté sur 5 territoires en France: Belfort-Montbéliard, le Sillon Lorrain, Pau, Toulon et le plateau de Millevaches. Alors c'est pas une compilation de monographies de territoires, c'est plutôt comment penser un peu autrement les territoires par rapport au discours, alors sur lequel je vais revenir un peu, mais un peu rouleau compresseur, qui à mon avis nous fait faire des bêtises. Donc c'est une première source. Et la deuxième, c'est un texte coécrit avec un collègue sociologue de Toulouse, Michel Grossetti, qu'on a intitulé, et je vais commencer par ça, la mythologie CAM, comment s'en désintoxiquer. Donc CAM, c'est un acronyme. Donc on a voulu faire un texte, pas à destination des chercheurs, mais à votre destination, à destination des élus, à destination des acteurs de territoire. Donc on a fait un peu de marketing, on va dire, d'où le titre et l'acronyme qu'on a trouvé, la CAM. Alors la CAM, c'est l'acronyme de 4 termes qui, à notre avis, font système et sont pas, enfin je vais y revenir après, mais ne sont pas validés empiriquement. Donc CAM, c'est l'acronyme de compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et dans le texte, en fait, on résume ce discours. Je vais le résumer, vous allez voir, ça va vite, hein, puis ça a l'air super solide. On explique un peu quels sont les revendeurs de CAM. On explique ensuite que la CAM a des effets pervers. On déconstruit un peu les ingrédients de la CAM pour dire que ça ne résiste pas trop à l'épreuve des faits. Et bien sûr, après, on esquisse à la fin du texte des alternatives à la CAM. Est-ce qu'on n'aurait pas des drogues un peu plus douces à prendre plutôt que de subir la prise de CAM? Alors, c'est quoi ce discours? Donc, en gros, j'ai prévu d'intervenir en 2 temps. Un premier temps pour déconstruire la CAM et un deuxième temps pour donner quelques pistes sur comment penser autrement le développement des territoires. Donc la CAM, alors, elle est portée par certains collègues, hein, elle imprègne et elle sous-tend pas mal des politiques publiques mises en œuvre, et elle a l'air très séduisante quand on la présente, et ça peut être fait de manière très synthétique. En gros, l'idée, en quelques mots, l'idée c'est que la France est inscrite, comme beaucoup de pays, dans un processus d'approfondissement de la mondialisation, et donc il y a un enjeu fort à ce que la France soit compétitive.
pour qu'on puisse, donc c'est le premier terme de compétitivité, pour qu'on puisse continuer à créer des richesses et de l'emploi. Mais quand on dit la France, en fait, c'est plus compliqué. Ça, on peut dire que les gouvernements, depuis les années 80-90, en ont pris conscience. Quand on dit la France, en fait, c'est plutôt certains des territoires français qu'il faut rendre compétitifs. On a pris conscience du fait territorial. Quand on dit la France, par exemple, est compétitive en matière d'aéronautique, c'est pas la France dans son ensemble, c'est certains territoires. C'est par exemple le pôle toulousain, Saint-Nazaire, etc., quelques autres territoires. C'est pas le pays dans son ensemble. Donc si on veut créer des richesses et de l'emploi dans un contexte d'approfondissement de la mondialisation, il faut soutenir les territoires les plus performants. Ça, c'est une évolution dans le discours. De plus en plus de personnes, de politiques et certains chercheurs affirment qu'il faut arrêter de faire de l'aménagement du territoire et de vouloir soutenir tous les territoires. Ce n'est pas possible. Il faut soutenir les territoires les plus performants. Et quels sont les territoires les plus performants selon certains? Ce sont les métropoles. Le terme de métropole est un terme particulièrement flou. Une partie des débats entre chercheurs provient du fait qu'on ne met pas derrière les mêmes ensembles de territoires. Pour certains chercheurs, en France, on aurait une métropole et une seule, c'est Paris. Pour d'autres, on en aurait quelques-unes. 4, 5, ça peut dépendre. Certains vont jusqu'à une quinzaine, d'autres à une vingtaine, etc. Il faudrait distinguer aussi les métropoles. Notion du géographe, la métropole dans l'esprit des économistes, la métropole instituée par la loi, tout ça, ce n'est pas les mêmes objets. Je ne vais pas trop développer, mais bon. Le discours CAM, ça consiste à dire arrêtons de vouloir soutenir tous les territoires, il faut soutenir quelques métropoles, et en gros, on peut les compter sur les doigts des deux mains maximum, quoi. Hein? Et pourquoi il faut soutenir ces métropoles et pourquoi ce sont elles qui sont les plus performantes? Parce que, troisième terme de l'acronyme, les métropoles sont attractives. Le terme d'attractivité, alors sur tous les territoires, hein, on veut être attractif, on veut attirer de l'extérieur, on a le sentiment que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire de la création de richesses et d'emplois. Elles sont attractives, alors elles sont attractives vis-à-vis de l'élite de demain. Hein. Elles vont attirer les créatifs, les talents, les créateurs de start-up, etc., etc. On a tout un ensemble de termes qui sont beaucoup utilisés, qui sont particulièrement flous. Par exemple, une start-up, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde parle de start-up, tout le monde veut soutenir la création de start-up, mais c'est un terme particulièrement flou. Hein. Donc, il faut soutenir ces métropoles qui sont attractives et puis, bien sûr, dans ces métropoles, on ne va pas soutenir et on ne va pas financer tout le monde. Hein, il faut récompenser l'excellence. Alors moi qui suis universitaire, l'excellence, on nous en parle matin, midi et soir. Il faut qu'on soit... Moi, le matin, ma grande angoisse quand je me lève et que mon réveil sonne, c'est est-ce que je vais être excellent aujourd'hui, quoi, hein. Il y a des vrais enjeux là-dessus. Alors ce discours, il a été diffusé par certains collègues, alors voilà, après c'est le débat hein, entre chercheurs. Nous, mon job, une partie de mon job, c'est justement de débattre avec d'autres et puis de voir en gros qui a raison. Et on ne se bagarre pas à coups de poing, on se bagarre à coups d'éléments de preuve. Donc dans le texte, on essaie d'apporter, enfin on apporte, me semble-t-il, des éléments assez robustes pour dire ce discours-là, il ne tient pas trop la route. Alors selon les collègues qui soutiennent ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, bien sûr, malgré tout, ils s'interrogent sur mais quid des autres territoires? Si on met le paquet sur quelques métropoles pour créer de la richesse et de l'emploi, qu'est-ce qui va se passer pour les autres territoires? Alors là, le bouclage varie. Pour certains, notamment, vous retrouverez ça dans une note écrite par Philippe Askenazi et Philippe Martin pour le Conseil d'analyse économique, datée de 2015. Donc c'est vraiment le discours CAM. Hein. Soutenons quelques métropoles, on va créer de la richesse et de l'emploi. Et pour les autres territoires, est-ce que c'est un problème? Non. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que si on soutient les territoires les plus performants, on fera plus de croissance. Et comme la fiscalité est adossée sur la création de richesses, si on fait plus de croissance, l'État va récupérer plus sous forme d'impôts. Et donc, et c'est comme ça que c'est écrit dans leurs notes, on pourra solvabiliser les transferts sociaux. Pour le dire de manière un peu sèche, en gros, on va pouvoir dédommager les perdants. Donc soit, en gros, dans leur esprit, il y a deux choses à faire. Favoriser la mobilité des jeunes qui sont dans les espaces périphériques pour qu'ils aillent dans les métropoles créatives, innovantes, etc., etc. Et pour ceux qui sont immobiles, eh bien, on va leur verser des prestations sociales parce que les pauvres, dans leur territoire non métropolitain, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre?
Deuxième type de bouclage qui est porté notamment dans la note de Laurent Davzy et Thierry Pêche pour Terra Nova. Ça s'appuie sur la notion de système productivo-résidentiel. Vous la retrouvez dans un texte écrit pour la Fondation Jean Jaurès de Jean Viard, un texte d'avril ou mai dernier. En gros, ça consiste à dire, bon ben voilà, on sait, la création d'activités innovantes inscrites dans la mondialisation, ça se passe dans les métropoles. Pour les autres territoires, il y a des choses à faire. Il faut qu'ils s'inscrivent en complémentarité et qu'ils se focalisent sur de l'activité dite présentielle ou résidentielle. En gros, là aussi, je force le trait même pas. Je vous invite à lire la note de Jean Viard, c'est vraiment dit comme ça. En gros, les actifs créatifs, innovants, les talents qui sont dans les métropoles françaises, il faut bien quand même qu'ils se reposent un peu le week-end, il faut bien qu'ils partent un peu en vacances, et puis quand ils veulent aller, quand ils passent à la retraite, ils ont envie d'avoir un peu d'air pur, d'espace sympathique, etc. Donc, autres territoires non métropolitains, jouez ce créneau-là. Faites travailler sur des espaces attractifs pour les touristes et pour les retraités. D'accord ? Donc c'est un autre bouclage, hein, une espèce de division du travail, l'économie mondialisée au sein des métropoles, parce qu'il faut être innovant et c'est là que ça innove, et puis une économie plus présentielle, résidentielle, service à la population présente pour les autres territoires. Alors, dans le texte, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, c'est le discours qui sous-tend en partie certaines des réformes. Il y a d'autres éléments qui pourraient justifier la fusion des régions, soutien à quelques métropoles, mais quand même, ça sous-tend ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe ça à l'épreuve des faits. Et en fait, ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Un des sujets sur lesquels on a le plus travaillé, c'est sur la question de la métropolisation. Encore une fois, c'est un terme particulièrement flou. Donc, pour mesurer l'existence ou pas d'un phénomène de métropolisation, quand on lit les auteurs, on comprend bien que derrière, l'idée, c'est qu'on aurait ce qu'on peut appeler un effet masse critique. Ça, c'est cette idée qu'on aurait en économie des effets de masse critique. Elle est présente sur plein de sujets. Elle est présente à l'échelle des régions. À la limite, on nous a dit aussi, il faut fusionner les régions pour avoir des grandes régions. Parce qu'une grande région, ce serait mieux que des petites régions. Là, le modèle, le modèle à imiter, c'est les Länder allemands. C'est la référence. Après, on nous dit qu'il faut soutenir les métropoles parce que l'enjeu pour l'avenir économique, c'est des villes globales, des très grandes villes, des agglomérations. On a cette intuition, cette idée, cette hypothèse, en fait, de masse critique s'agissant de la réforme des universités. Il nous faut des grandes universités. Regardez, on n'est pas assez visible dans le classement de Shanghai, il faudrait qu'on monte dans le classement. Alors, l'enjeu, c'est de dire, est-ce que les chiffres nous disent ça? Est-ce que les chiffres nous disent qu'un territoire de plus grande taille ou à plus forte densité est plus performant? Nous, toutes les statistiques qu'on a brassées montrent que non. On n'a pas de lien statistique significatif qui lie la taille ou la densité des territoires et leur performance. Alors quand on dit performance, c'est quel indicateur peut-on mobiliser, etc. À l'échelle des régions, un indicateur qu'on peut mobiliser, c'est le PIB, PIB par emploi, PIB par habitant, à qui on fait dire plein de bêtises. Je ne vais pas développer, mais notamment dans la note de Davzy Pêche, il commence par ça, une présentation de l'évolution des PIB par habitant. Ils font dire des bêtises, justement à cet indicateur-là. Mais à une échelle infra, je ne vais pas développer ici, j'ai pas le temps, mais à une échelle infra-régionale, la seule donnée en fait qu'on peut mobiliser, c'est plutôt les données emploi. Et donc la performance, on peut la mesurer par exemple via le taux de croissance de l'emploi. Après, le deuxième enjeu, c'est à quelle échelle territoriale raisonne-t-on? Là, on peut, les économistes et géographes raisonnent en général, alors on s'appuie sur les découpages existants, soit les aires urbaines. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les découpages, qu'est-ce qu'on met derrière. Voilà, aires urbaines, par exemple, beaucoup considèrent, on a 771 aires urbaines en France, beaucoup considèrent qu'aires urbaines, ça veut dire c'est des espaces totalement urbanisés, pas du tout. Les aires urbaines comprennent aussi de l'espace qu'on peut qualifier d'assez rural. Mais bon, je passe. On peut donc utiliser ce découpage aires urbaines, ou un autre découpage qu'on aime bien, que moi j'utilise souvent, c'est le découpage en zone d'emploi. Pourquoi ces deux découpages sont intéressants? Parce que ce n'est pas un découpage administratif, c'est basé sur des variables socio-économiques. Aire urbaine, c'est pour partie la continuité du bâti et puis pour partie les mobilités domicile-travail. Mobilité domicile-travail aussi, qui sont à la base de la définition de ce qu'on appelle les zones d'emploi. Donc on s'est amusé, parce qu'un économiste ça aime bien s'amuser à brasser des statistiques et des chiffres. Donc on s'est amusé à brasser les chiffres à l'échelle des aires urbaines, à l'échelle des zones d'emploi.
des chiffres sur l'ensemble de l'emploi, privé et public, des chiffres sur le sous-ensemble des emplois privés, c'est les données ACOS, sur des périodes plus ou moins longues, années 90 à aujourd'hui, avant la crise 2008-2009, après la crise, etc. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? À la question « est-ce que la taille influe sur la performance des territoires ?» La réponse qu'on apporte, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est la réponse classique. Quand vous interrogez un économiste sur n'importe quel sujet, ce sera toujours la même réponse. La réponse, c'est « ça dépend ». Et c'est pas pour botter en touche, c'est pas une réponse de Normand, ça dépend. Pourquoi? Parce que dans certains cas, oui, on a des grandes villes qui marchent bien. En France, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve. Sur la période récente, les deux plus dynamiques, c'est Toulouse et Nantes. Bordeaux, ça va, Rennes, ça va, Montpellier, ça va. Et puis, on a d'autres territoires qui sont en gros dans la moyenne. Vous prenez Aix-Marseille, c'est à peu près dans la moyenne, Lyon, voilà. Et puis Paris, c'est plutôt, ça dépend des périodes, mais bon, ça peut sous-performer. Et puis on en a qui sont bien en dessous de la moyenne. Nice est en dessous, Saint-Étienne, Rouen, Strasbourg aussi, ça dépend un peu des périodes, mais c'est plutôt... Ah ben mince alors. Ça veut dire que le paquet de ce qu'on appelle les métropoles, il est très hétérogène. On a des métropoles, des grandes villes dynamiques, d'autres moins dynamiques, etc. Et puis surtout, et ce qu'on oublie beaucoup trop, c'est qu'on a des territoires hors métropole, de différentes tailles. Eh bien, certains sont très dynamiques, certains marchent bien économiquement. Et ils ne font pas que de l'économie présentielle, résidentielle, ce n'est pas que des lieux de tourisme. Le territoire, par exemple, le plus performant depuis la crise, ce n'est pas Toulouse, ce n'est pas Nantes en termes de création d'emplois, c'est Vitré. Vitré, un territoire à proximité de Rennes. Alors bon, avec là après pour comprendre, avec beaucoup d'entreprises, des boîtes privées, insérées dans la mondialisation, performantes, innovantes, et c'est pas Vitré et pas au sein de la métropole rennaise. Et la performance de Vitré ne s'explique que en partie, et encore faudrait creuser sur les liens, par le fait que Rennes soit à côté. Vitré, territoire le plus performant. Issoire, Vire, Figeac sont des territoires qui présentent des performances très bonnes et bien meilleures que certaines des plus dynamiques des grandes métropoles dont on nous rebat les oreilles. Donc, vous voyez, ce discours-là, métropolisation, avenir de la France, il ne résiste pas à l'épreuve des faits sur cette dimension-là. Sur les autres termes de l'acronyme, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas trop déborder pour laisser du temps vraiment à l'autre phase de reconstruction. Quand même, sur la notion de compétitivité des territoires, je pense que c'est une notion qui fait beaucoup de mal. Parce que ça laisse imaginer que les territoires sont des systèmes en concurrence les uns avec les autres. Ce qui est, du point de vue de l'économiste, une absurdité. La capacité à créer des richesses et de l'emploi, elle résulte de notre capacité à mieux diviser le travail et à mieux se spécialiser et à participer collectivement à la création de richesses et d'emplois. Depuis Ricardo, c'est ça la base de la création de richesses. On a des territoires. Alors au départ, ça a été étudié dans le cadre du commerce international, donc on raisonnait à l'échelle des pays, mais en fait, ça a des échelles plus fines que ça se joue. On a des territoires qui se spécialisent, qui se divisent le travail, les processus productifs traversent les territoires, et c'est notre capacité à travailler ensemble et à bien diviser le travail entre territoires qui fait qu'on sera capable ou pas de créer des richesses. Et donc l'idée que les territoires, c'est des petits systèmes avec des objectifs, et que l'enjeu, c'est que je gagne contre le territoire d'à côté, c'est une absurdité. Et ça fait des dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est un des problèmes avec la réflexion en économie, c'est qu'on a l'impression que l'économie, c'est comme un match de foot, où il faudrait que Bordeaux gagne contre Nantes, ou contre Milan, ou contre Lyon, etc. Où il faudrait, venant de Poitiers, parce que ce discours CAM, on le retrouve à toutes les échelles de territoire, où il faudrait que Poitiers gagne contre La Rochelle, ou contre Limoges, ou contre Tours. À toutes les échelles, on retrouve ça. On s'imagine en concurrence. En général, il y a un double... une double idée, j'ai le sentiment, à mon avis, qui relève de comportements très archaïques. Là, ça interroge sur la nature humaine. Donc, l'idée qu'on se sent en concurrence avec des territoires qui sont au même niveau dans la hiérarchie urbaine, première idée. Et deuxième idée, qu'on se sent toujours un peu supérieur quand même au territoire qui est en dessous dans la hiérarchie urbaine.
Pour illustrer ça, bon voilà, vous discutez avec des chercheurs parisiens, pour prendre l'exemple de l'université, bon quand même la recherche c'est à Paris, quoi, Bordeaux, bon c'est gentil, mais c'est quand même moins bien, quoi. Vous interrogez des chercheurs bordelais, bah, quand même la recherche en Nouvelle-Aquitaine c'est à Bordeaux, quoi. Poitiers, ok, mais enfin c'est quand même un peu moins bien. Et puis vous interrogez, et je l'ai fait à chaque fois, enfin je veux dire c'est du vécu, vous interrogez des chercheurs de Poitiers, bah, quand même la recherche en Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes, c'est quand même un Poitiers, quoi. L'antenne de Niort c'est gentil, mais quand même, quoi. On a ce complexe de supériorité, on est un petit peu plus grand, donc on s'imagine plus performant, plus innovant, etc. Bon, ben, ça fait du mal. Ça néglige le fait que ce qui est important pour la création de richesse et d'emploi, c'est ce système d'interdépendance, fait d'interdépendance. Et donc il faut sortir, mais c'est pas simple, il faut que les acteurs, les élus en charge du développement d'un territoire, bien sûr pensent leur territoire, mais pensent l'ensemble des interrelations, des interdépendances qui les relient à d'autres territoires à différentes échelles. Et que sur cette base-là, on réfléchisse sur les sujets qu'on peut avoir en commun à traiter. Les sujets qu'on peut avoir en commun à traiter qui peuvent être multiples. Et se dire comment je fais pour bosser avec le territoire d'à côté quand on a un sujet d'intérêt commun pour régler collectivement, mutualiser des ressources et mieux gérer les problèmes que l'on observe. Donc sortir de ce discours sur la concurrence des territoires, aller plutôt sur l'idée qu'on a des interdépendances et qu'on a donc matière là, à collaborer de manière pertinente. Sur l'attractivité, il y aura aussi beaucoup de choses à faire. En gros, l'idée forte, c'est que, l'idée qu'on va se développer en attirant de l'extérieur est à fortement nuancer pour deux raisons. La première, c'est que les acteurs sont beaucoup moins mobiles qu'on l'imagine. Bien sûr, il y a de la mobilité, mais elle est beaucoup plus faible que ce que les gens imaginent, que ce soit la mobilité des personnes ou la mobilité des entreprises. Et le deuxième point, surtout, quand les gens sont mobiles, c'est pas pour les raisons qu'on pense. Les gens qui vont venir à tel endroit, c'est pas parce que oh là là c'est trop joli, je veux aller m'installer à Bordeaux. Non. J'ai enquêté une vingtaine, c'est un petit échantillon, mais c'est convergent avec d'autres résultats en sciences sociales. J'ai interrogé une vingtaine de créateurs de start-up sur l'aire de Bordeaux. À chaque fois en leur demandant pourquoi vous êtes ici. Dans la moitié des cas, bah, c'est parce qu'on habite ici. C'est quand même un résultat de la sociologie ancien, mais toute l'idée attirons des créateurs d'entreprises. Vous interrogez tous les créateurs d'entreprises. Où est-ce que vous avez créé votre entreprise? Bah, là où j'habite. Voilà, donc c'est fini. Voilà. Donc, soit ils étaient là, soit, alors ça peut être un levier pour l'attractivité. J'ai créé mon entreprise à Bordeaux parce que j'ai fini mes études ici. Là, il y a un levier d'attractivité. On peut attirer grâce aux formations enseignement supérieur, et certains ensuite vont rester parce qu'ils auront trouvé un stage à côté, ils auront un contrat, etc. Et puis bah, parce que c'est là que j'ai trouvé du boulot. Je l'ai créé là parce que c'est là que j'ai trouvé du boulot. Donc les aménités urbaines, c'est pas ça qu'attire. Éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça peut être un levier important pour que les gens, quand ils viennent, pour d'autres raisons, aient envie de rester. Mais c'est plus tout à fait une stratégie d'attractivité, c'est plutôt une stratégie d'ancrage, j'ai envie de dire. Sur l'excellence aussi, il y aurait des choses à dire. Alors qu'est-ce que... il me reste, faudra me dire peut-être 5-6 minutes, je sais pas. Donc on oublie ce discours CAM, et puis c'est quoi l'alternative? Alors c'est pas simple, parce que moi, à chaque fois que j'échange avec des gens, enfin quand j'explique un peu ce qu'on démontre dans notre texte, bien sûr, derrière, c'est bah, ok d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et la difficulté, c'est que, en tout cas, moi, je considère que ma mission, c'est pas d'apporter le nouveau modèle de développement économique. Ce serait une erreur. Là, il y a une obsession du modèle en France. On a eu le modèle, alors ça, c'est ce que je l'ai pas dit, mais à chaque fois que je commence les confs en ce moment, je commence par ça. Rappelez-vous, le modèle de développement territorial années 90, c'était le district industriel italien. À l'époque, c'était small is beautiful. On est sorti, et le gouvernement avait mis en place la politique des SPL, des systèmes productifs locaux. Après, on a eu la politique des pôles de compétitivité, nouvelle mode. Et puis aujourd'hui, on est plutôt sur un discours métropolisation et on rêve que les métropoles ruissellent. Bon. Et ça ruisselle moyen, en fait. Bon. C'est dommage, mais quand même, on va continuer, on va voir comment faire pour que ça ruisselle un peu plus. Moi, mon discours, ça consiste à dire arrêtons avec cette obsession du modèle, parce que justement, et c'est d'où le titre aussi de mon ouvrage, Éloge de la diversité, les territoires français ont des spécificités. Ça se joue plutôt à l'échelle des zones d'emploi, ça se joue pas à l'échelle des régions, ça se joue à des échelles plus fines, ont des spécialisations, héritées souvent du temps long.
Ça veut dire qu'on a accumulé sur tout un ensemble de territoires des savoirs, des savoir-faire, des compétences. C'est ça qu'il faut cultiver. Mais pour savoir ce qu'il faut faire sur les territoires, il faut faire du sur-mesure. Hein, c'est un premier message. On ne peut pas aller sur des politiques génériques de développement économique qu'on va mettre en place sur tous les territoires et comme ça créer de la richesse et de l'emploi. Non. Il faut commencer par un travail d'analyse contextualisée des territoires. C'est quoi et notamment s'interroger, parce que ça influe sur la dynamique des territoires, sur les spécialisations. Quelles sont les activités économiques plus présentes à tel endroit qu'à tel autre? Dès qu'on travaille sur les territoires, on commence par ça. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que quand on dit spécialisation, ce qui compte le plus, en fait, dans la dynamique des territoires, c'est pas les produits fabriqués par les entreprises. C'est les compétences mobilisées pour fabriquer ces produits. Et ça, on n'a pas de base de données qui nous liste les compétences. Et pourtant, c'est essentiel. Parce que une des régularités qu'on observe, c'est que les territoires que l'on dit résilients, ceux qui arrivent à passer à travers les gouttes en cas de crise, hein, qui arrivent à conserver une bonne dynamique, c'est les territoires qui, quand le secteur de spécialisation entre en crise ou décline, sont en capacité de remobiliser les compétences accumulées sur le territoire pour aller vers d'autres secteurs d'activité. Ce que j'appelle des stratégies avec d'autres, de diversification cohérente. Donc vous voyez la base, véritablement, de l'avantage concurrentiel des territoires, on pourrait dire, c'est pas vraiment le produit fabriqué, c'est les compétences mobilisées pour fabriquer les produits. Et donc là, on peut avoir des pistes, quoi, et on peut avoir des éléments en termes d'action publique. Hein. Donc, il faut commencer par ça, et puis après, s'interroger sur le positionnement des acteurs, s'interroger sur les problèmes rencontrés par les acteurs, et puis s'interroger alors sur les réponses que la puissance publique peut apporter pour régler les problèmes rencontrés par les acteurs. Et une autre régularité dans tous les travaux de terrain que j'ai pu mener, c'est que la plupart du temps, les problèmes de développement, parce que bon, moi j'ai quand même une entrée, un développement économique, hein, les problèmes rencontrés en matière de développement économique sur les territoires appellent à des réponses qui ne relèvent pas des politiques de développement économique. Et là, les institutions sont mal calibrées pour intégrer ce fait-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, aujourd'hui, l'un des problèmes essentiels en matière de développement économique, c'est la question du recrutement des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de recruter, qui n'y arrivent pas, en dépit du niveau de chômage. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des problèmes de matching, d'appariement. Ça appelle... Alors, le sujet est très complexe. Pourquoi ils n'y arrivent pas? L'idée selon laquelle, oh là là, c'est parce que les chômeurs, ils ont des allocations trop élevées, donc voilà, c'est des feignants. Et, c'est epsilonesque dans l'explication. On a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce que les formations dans leur domaine n'existent plus. Moi, j'ai fait un terrain sur Châtellerault, on a 2 boîtes, Aigle, hein, vous devez connaître l'entreprise Aigle, et puis Arco, qui est sous-traitant pour Louis Vuitton. Ils veulent recruter des couturières. Il n'y a plus de formation dans le domaine. Donc comment on fait? Dans certains cas, des entreprises disent « Ah ben j'ai bien réussi à recruter, là, j'ai trouvé quelqu'un qui serait prêt à venir s'installer sur le territoire. Le problème, c'est l'emploi de son conjoint. » Lui, il peut venir, mais son conjoint, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il y a une autre problématique aussi à traiter. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un pourrait prendre le job, mais il n'a pas son permis. Et puis les transports publics ne lui permettent pas de venir. Dans d'autres cas encore, c'est un problème d'image des métiers. Je reprends l'exemple de Châtellerault. Les boîtes qui veulent recruter, c'est des boîtes dans l'industrie. Travail des métaux, qui bossent beaucoup pour l'aéronautique, pour des secteurs, enfin, c'est des belles boîtes. Hein. Mais dans la tête des jeunes, dans la tête des parents des jeunes, dans la tête des enseignants, l'industrie, c'est les temps modernes encore. Et de toute façon, il n'y a pas d'avenir pour l'industrie en France, et de toute façon, c'est sale, et de toute façon, etc. Et donc, il y a des images très... Donc là, voilà. Donc vous voyez, le travail à faire, si on veut assurer le développement économique de territoire, il faut se dire quelles réponses on met en face des entreprises qui veulent recruter. Et ces réponses, ça appelle des politiques de formation, ça appelle des politiques de transport, ça appelle des politiques en termes d'éducation, d'information, etc. Qui sont pas simples, hein, mais c'est là les enjeux, les vrais enjeux, ils sont là. Hein. Or, ça c'est mal fait, parce que l'action publique est trop cloisonnée. Dans les institutions, souvent, on fonctionne en silo. Une institution importante en charge du développement économique, vous le savez, c'est les régions, les conseils régionaux. Bon, vous avez le service développement économique, puis à côté, vous avez le service formation-emploi. Dans le service, ça c'est un truc qui m'a toujours halluciné, mais dans le service développement économique, vous n'avez pas l'agriculture, ni le tourisme.
Moi, je ne savais pas que l'agriculture et le tourisme étaient autre chose que des activités économiques. Et puis donc, formation-emploi, c'est pareil. Et une grande difficulté à faire bosser ensemble les services. Alors que c'est à minima les deux éléments qu'il faudrait réunir. Donc, partir d'analyse, contextualiser des territoires, très vite sortir du territoire, du périmètre d'intervention pour dire il faut que je sois en mesure d'identifier aussi les interdépendances et les interrelations structurantes pour mon territoire. Alors là, on est en difficulté, nous chercheurs, parce qu'on manque de données. On a beaucoup de données sur les stocks par territoire, assez peu de données sur les flux. Mais ça commence à exister. Ne serait-ce que, obligez-vous, par exemple, sur cette, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites, mais sur tous les territoires, obligez-vous à regarder les flux domicile-travail. Ne serait-ce que ça. Les gens qui habitent sur votre territoire, où est-ce qu'ils vont bosser? Et inversement, les gens qui bossent chez vous, d'où viennent-ils? Et est-ce qu'il y a des sujets? Moi, j'ai fait ça sur Poitiers-Châtellerault, qui sont à 30 km l'une de l'autre. Il y a 4500 personnes tous les matins qui quittent la zone d'emploi de Poitiers pour aller bosser sur celle de Châtellerault. 4500 personnes dans l'autre sens. Ça a surpris les élus. Les villes se parlent assez peu, Poitiers et Châtellerault, se parlent assez peu. Alors que là, il y a un sujet, quoi. Comment les gens se déplacent? Massivement, ils se déplacent, chacun, c'est une personne par voiture. Est-ce qu'on a une offre de transport public? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'on a des initiatives privées à développer pour favoriser covoiturage, des choses comme ça? Voilà, il faut aller sur du pragmatique, mais il faut se mettre en capacité d'identifier ces interdépendances. Et puis, peut-être dernière idée, et puis après, je pourrais compléter sur d'autres points pendant la discussion, et c'est aussi pour dire l'importance que peuvent revêtir les collectifs d'acteurs comme les conseils de développement. Ce qu'on observe sur les territoires résilients, enfin moi c'est une régularité que j'observe, c'est que ce qu'on peut appeler un peu pompeusement dans la littérature la gouvernance locale, c'est-à-dire la capacité des acteurs à bosser ensemble. Quand je dis acteurs, c'est public et privé, c'est entre institutions publiques, c'est des institutions aux différentes échelles. Donc la gouvernance, la qualité de la gouvernance locale est un facteur essentiel de dynamisme économique. C'est pas un truc comme ça pour faire joli. Les territoires qui marchent bien, c'est des territoires où les acteurs bossent bien ensemble. Un des terrains sur lesquels j'avais pas mal bossé, alors bon, c'est un terrain qu'on prend souvent en exemple, mais c'est le nord de Sèvres, Bressuire, Cerizay. C'est un territoire, en fait, c'est un morceau de la Vendée historique. On est à 5-6% de taux de chômage. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus personne. On a plein de boîtes industrielles. Et ça bosse super bien entre acteurs publics, acteurs privés, etc. Beaucoup sous-traitance pour la plaisance. On a aussi beaucoup d'agroalimentaire, etc., etc. Un des éléments qui fait que ce territoire traverse les crises, quand Heuliez a fermé, c'est là-bas qu'était implanté Heuliez. Heuliez, c'était 2500 emplois. Ils sont passés quasiment à zéro. Le taux de chômage, il n'a pas bougé. C'est intéressant, ça. Alors que la région a mis plein de moyens en disant « faut sauver le soldat Heuliez ». En fait, on a mis des millions, ça n'a pas servi à grand-chose, ça c'est une autre histoire. Mais le taux de chômage, il n'a pas bougé. Parce que les entreprises à côté, leur gros problème, c'est le recrutement. Et donc presque, elles étaient contentes. Ah super, Heuliez dégraisse, on va pouvoir enfin récupérer la main-d'œuvre dont on a besoin pour se développer. Sur ces territoires-là, franchement, il y a une qualité des interactions publiques-privées qui est vraiment remarquable. Alors ça ne se décrète pas, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est évident que c'est à travers la capacité de collaboration entre les acteurs qu'on va réussir à améliorer les choses. Et donc il y a vraiment ce travail-là, collaboratif, coopératif, à la fois d'analyse sans cesse. Il faut faire un travail ininterrompu, et je pense que les conseils de développement, c'est une de leurs missions, un travail ininterrompu d'analyse des problématiques rencontrées sur le territoire. Travail en continu. Il ne faut jamais cesser de s'interroger sur... Parce que ça bouge, évidemment. Encore une fois, sans se limiter à son périmètre. Et puis après, un travail d'identification des projets qu'on peut soutenir pour régler les problèmes rencontrés. Comment j'arrive à fédérer, à mobiliser les acteurs? Et là, moi, ma conviction, mais peut-être on pourra en parler dans la discussion, ma conviction, c'est pour arriver à mettre autour d'une table des acteurs, si on se contente de dire « allez, venez, on va être amis et puis ça marchera jamais ». Il faut arriver à identifier les projets d'intérêt commun. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un enjeu pour chacune des personnes. Je pense par exemple sur la thématique du recrutement, si vous allez voir les entreprises en disant on veut bosser, on veut apporter des réponses un peu futées à vos problématiques de recrutement, des chefs d'entreprise viendront et seront prêts sans doute à écouter, à travailler avec les acteurs des territoires.
Beaucoup plus que si c'est, bon, allez, on va réunir les entreprises du territoire pour réfléchir à ce territoire, qu'est-ce qu'il est, son image de marque, etc. Moi, je crois assez à l'idée, on arrive à fédérer les acteurs si on arrive à les intéresser au sujet. Il faut, voilà, hein, et donc, il faut identifier ces sujets-là. Voilà, je vais arrêter là pour laisser du temps aux échanges. Merci beaucoup pour votre attention. Olivier Bouba-Olga, restez avec moi. Merci pour votre intervention. C'est vrai qu'on ne l'a pas souhaité trop longue pour permettre justement des échanges avec la salle. Donc vous n'hésiterez pas à lever la main si vous avez des questions justement pour faire réagir Olivier Bouba-Olga. Peut-être peut-on éclairer un peu plus la salle afin qu'on voit les mains se lever. Vous avez évoqué plusieurs choses, entre autres la nécessité d'approches plus transversales. J'aimerais peut-être qu'on s'arrête un moment là-dessus. Pourquoi les acteurs des territoires ont tant de mal à développer des approches plus transversales et à décloisonner justement et peut-être quelles sont les caractéristiques des territoires qui parviennent pour essayer d'ouvrir les perspectives. Ben, c'est sûr que si ça ne se fait pas plus, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Parce que finalement, dire ce serait bien que les gens collaborent localement, etc., bon, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme et du bon sens. Et pourtant, ça ne se fait pas. Donc il doit bien y avoir des raisons. Une des raisons, je pense quand même, c'est ça relève des représentations qui sont dans la tête des acteurs. C'est vrai que je suis à la tête d'une organisation, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est que je sauve mon organisation et que je sois dans... Voilà, l'idée de se penser comme étant en concurrence avec les autres, ça relève de ça. Je suis maire d'une ville... Je dis pas que tout, c'est pas du politique bashing, je dis pas que tous les politiques font ça, mais c'est un peu la tendance parfois, mais que tout le monde sans doute a. Je suis maire d'une ville, donc ce qui m'intéresse, c'est la réussite de ma ville, et puis si j'estime que je suis en concurrence avec la ville d'à côté, bon voilà. Donc ça, bon. Après, le deuxième élément, je pense, c'est que pourquoi ça collabore pas plus, même au sein des services d'une institution, c'est qu'il y a des enjeux de pouvoir. Il y a des enjeux de pouvoir. Moi, je travaille beaucoup là, avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui veulent justement voir comment... donc moi, ça m'intéresse beaucoup parce que la démarche consiste à dire essayons d'inventer une autre façon de faire du développement économique. Bon, ils ont créé un petit service qu'ils ont appelé DATAR. Bon, à mon avis, le nom n'est pas forcément bon. DATAR régional. Bon, ça, c'est le dada de... Mais sur la démarche, c'est très futé, parce que ça consiste à dire, on va rentrer sur les territoires, c'est ce que j'ai expliqué, en fait. On va analyser les contextes territoriaux, et quand on va rencontrer des problématiques, on va mobiliser les différents services de la région, qui ne sont pas toujours les mêmes, en fonction du problème à traiter. Bah oui, mais aller expliquer au responsable du service développement éco que c'est peut-être la DATAR qui va le solliciter pour lui dire, il faudrait que tu fasses ci ou ça froisse des fois les susceptibilités, et puis c'est, mais attends, c'est eux les chefs là maintenant? Non, c'est moi le chef quand même, développement éco, etc. Donc il y a et puis entre institutions, etc. Je pense qu'un autre frein, disons qu'il y a un frein représentation, et puis il y a un frein enjeu de pouvoir. Donc c'est comment on arrive à inventer des systèmes un peu souples pour décloisonner. Est-ce que justement les conseils de développement qui sont... débarrassés en tout cas de ces enjeux-là, ne sont pas un lieu possible pour faire émerger des discussions de façon justement plus large. Ouais, là, tout à fait d'accord. Enfin, je pense que ça peut être une des, voilà, avoir en tête que ça peut être ce rôle-là. Ne serait-ce que dans alerter toujours le politique pour dire attention, raisonnons à des échelles un peu plus larges, ne restons pas sur notre périmètre, voyons un peu les interdépendances, et puis qu'est-ce qu'on a à faire avec tel autre. Bon, un rôle d'alerte là-dessus, c'est clair. Et puis peut-être aussi d'essayer, à travers les réseaux que chaque acteur a sur le territoire, comment on fait pour mobiliser les acteurs du territoire quand on sait qu'il faut mobiliser des représentants d'entreprises, des entreprises elles-mêmes, d'autres types de collectifs pour arriver à faire système, quoi. Donc oui, enfin moi je doute pas. Après, mon sentiment, mais je vois ça d'un peu loin, c'est que c'est pareil, les conseils de développement, je pense qu'il y a aussi une vraie hétérogénéité dans votre capacité à faire. Ça dépend beaucoup de la nature des relations entre les élus et les conseils, etc. Bon, mais qui va faire l'objet de notre table ronde suivante. Mais c'est clair qu'il y a des choses à faire, notamment via les conseils de développement. Alors on a une question justement. Madame, si vous pouvez juste vous lever, comme ça on vous verra un petit peu mieux, on va ouvrir le micro de la salle. Donc, je suis Lucie Japurla, j'anime le conseil de développement du Pays d'Arles, qui se situe dans les Bouches-du-Rhône, donc c'est un territoire dit rural, et qui va probablement être absorbé par la métropole Aix-Marseille prochainement, pour former une sorte de gigantesque territoire métropolitain, enfin métropole départementale.
Donc, c'est à ce sujet que je voulais poser une question, parce que vous avez parlé de l'intérêt de coopérer entre acteurs, et je me demande si c'est possible sur un territoire de cette taille-là, sur des territoires métropolitains, d'avoir une réelle coopération entre acteurs et de faire entendre justement les territoires anciennement ruraux qui sont dans cette métropole, où justement, est-ce qu'on ne va pas avoir une métropolisation aussi de la participation, quoi. Bah, c'est une vraie question, ça. Je pense que oui. Enfin, encore une fois, c'est question de représentation et de comment on va rentrer sur ce sujet-là. On peut évidemment imaginer quand même un travail collaboratif un peu futé entre, mettons, la ville-centre et puis la couronne plus rurale, etc. Le risque auquel on s'expose, c'est quoi? Bah, c'est le risque justement que le discours CAM il est infusé et que au sein de la métropole on se dit bon, de toute façon c'est nous les plus forts, c'est nous qui innovons, c'est dans la ville-centre que se passent les choses intéressantes, et donc on va... Dans ce cas-là, certains territoires seraient condamnés, effectivement. Comment? Et dans ce cas-là, certains territoires vont être relégués, ou alors on va dire aux territoires ruraux, vous êtes là pour faire l'agriculture et fabriquer à manger pour les citadins. Enfin, je caricature un peu, mais... Et donc on rate le fait qu'on a des boîtes innovantes sur les territoires ruraux, qu'on a des choses qui s'y passent, etc. Donc c'est possible, j'entends bien ce que vous dites. Le risque, c'est qu'effectivement, on ait un discours métropolisation qui impacte la nature des relations et la façon de penser les problèmes. D'où, bah voilà, après moi je prends mon petit bâton de pèlerin pour essayer de déconstruire ça et dire mais purée, fonctionnons autrement, quoi. Et ne soyons pas dans un discours un peu surplombant où la ville-centre va parler aux territoires ruraux et leur dire tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et là, ça dépend des territoires. Sur certains territoires, ça bouge plutôt dans le bon sens. Sur d'autres, on a quand même un positionnement un peu condescendant, on va dire, de la métropole, du centre de la métropole par rapport à l'environnement. Pierre-Louis Serrero, métropole de Grenoble. J'ai une information, une question et un complément à la CAM. L'information, c'est en 2015. L'ensemble des conseils de développement de la GREG, la grande région grenobloise, ont fait un travail effectivement sur la question des mobilités. Les élus nous ont dit « Ah, c'est super », ils n'ont rien dit. Et là, cette année, l'une des intercos a demandé son adhésion à l'autorité organisatrice. C'est-à-dire, en gros, vous auriez... de la limite de la métropole à la porte de la Savoie, une seule autorité. Ma question, c'est en fait, est-ce que dans les dynamiques territoriales, il n'y a pas un absent? C'est quelle est la place et le rôle du facteur humain, de la complexité sociale et des représentations culturelles? Pour le dire plus pratiquement, est-ce qu'en fait, la question démographique n'est pas l'absent de ces réflexions? Et puis, le complément à CAM, ça c'est avec mon collègue du Pays Voironnais, nous proposons Ecstasy. Pour ensemble co-construisons des territoires apaisés pour des synergies interdépendantes. Mais ça, c'est de la coopération interterritoriale. Alors sur le facteur humain ou sur l'élément démographique, c'est ce que je dis un peu dans l'ouvrage et c'est ce que je répète souvent. Les économistes négligent effectivement l'importance des dynamiques démographiques dans la vie des territoires. Ça pèse de plus en plus en fait. Quand je disais que le discours métropolisation, enfin dans les faits on voit pas ça. Si vous regardez une carte de France, les territoires qui sont plutôt dynamiques, hein, c'est les littoraux, c'est la partie ouest de la France, c'est la partie sud, grand quart sud-est. Et à une partie de l'explication, effectivement, c'est la dynamique démographique. Après, sur le facteur humain, etc., moi, je pense qu'il faudrait le réintroduire. Par exemple, il faut interroger les élus sur c'est quoi votre objectif pour le territoire? C'est quoi votre objectif pour le territoire? Moi, je me souviens, 2011... c'est pas du tout pour le stigmatiser lui, parce que c'est pas le seul à avoir dit ça. Alain Juppé, à la tête de Bordeaux, qui a dit à ses équipes, et c'est paru dans la presse, il le disait, hein, il faut que Bordeaux dépasse le 1 million d'habitants. Il faut que Bordeaux dépasse le 1 million d'habitants, et dans son discours, c'est il faut qu'on dépasse le 1 million d'habitants pour rivaliser avec Valence, avec Zurich, etc. Cette obsession de la croissance des villes. Mais pourquoi? Enfin, moi, ce que je dis au Bordeaux, mais pourquoi? Alors aujourd'hui, c'est sujet tabou à Bordeaux. Hein. On ne dit plus faut dépasser le million, puisqu'il y a les Bordelais qui collent des affiches dans la rue pour dire Parisiens, rentrez chez vous. Hein. Il y a des problèmes de congestion, de prix du foncier qui explose, etc. De gentrification. Bon, donc on n'en parle plus de ça. Mais ça interroge quand même. C'est quoi l'objectif
des politiques à la tête du territoire. Et trop souvent, c'est justement, me semble-t-il, l'erreur faite, c'est je me compare d'une certaine, inconsciemment ou consciemment. Et si si Bordeaux croit plus que non, ah cool, on a gagné cette année, quoi. Je pense que vous serez d'accord pour dire que l'objectif, a priori, des politiques en charge d'un territoire, c'est faire en sorte que les besoins des citoyens soient couverts, qu'ils puissent, ceux qui veulent travailler puissent travailler, accéder aux services publics dont on a besoin. Donc c'est de cette façon-là, je pense, et peut-être aussi à travers vos actions, qu'on peut retrouver on a des communautés d'individus, on a des collectifs. C'est déjà, faut s'entendre sur c'est quoi nos quelques objectifs prioritaires pour ce territoire-là. Hein, je pense quand même. Mais là, il y a du déficit aussi. Mais qui est lié aussi justement à ce discours un peu trop monolithique, calme, compétitivité, il faut être fort économiquement. On sous-valorise beaucoup trop, par exemple, toute la richesse des territoires qui résulte aussi de choses qu'on a tendance à considérer « Ah, c'est pas de la vraie économie » quand on parle de culture, quand on parle de loisirs, etc. Mais c'est la vie associative. Enfin, il se passe des choses. Un des terrains sur lesquels je bossais, moi, que je trouve passionnant, c'est le plateau de Millevaches, en Limousin. Mais il y a une dynamique associative sur ce territoire qui est fabuleuse. Alors, qui s'explique aussi par le fait qu'en termes de services publics, c'est sûr que on n'est pas très très bien. Donc, les citoyens sont c'est une vraie richesse, ça, pour le territoire. Hein, donc, il faut arriver à décloisonner à tous les niveaux finalement la réflexion, quoi. Alors, on a une autre question. Henri Gotte, je suis président du Conseil de développement Perpignan-Méditerranée Métropole. Conseil de développement durable. Il faut parler un petit peu plus fort, si vous pouvez rapprocher votre micro, merci. Conseil de développement durable, vous me voyez venir. C'est que vous avez traité l'aspect économique, très bien, vous avez démonté la mythologie CAM, ça me va parfaitement. Vous avez effleuré le côté social, le deuxième pilier du développement durable, en parlant des problèmes de recrutement. Et puis, il y a quand même un troisième pilier qui est l'environnement. Et ne serait-ce que ce déplacement de 4500 personnes dans les deux sens chaque jour, ça pose quand même des problèmes sérieux d'environnement. Or, nous, Conseil de développement durable, nous avons à traiter tout ce paquet en même temps et pas seulement l'un à côté de l'autre ou l'un après l'autre. Pour le développement économique, il y a des agences de développement, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons à faire un petit peu la synthèse. La transversalité dont vous parliez tout à l'heure. Comment voyez-vous ça ? Ouais, tout à fait d'accord. Mais typiquement, je reprends le cas du recrutement. Justement, c'est à l'intersection cette problématique du recrutement de l'économie. Il faut que les entreprises puissent recruter pour créer des richesses, du social d'une certaine manière. Si les gens arrivent à recruter, c'est des gens qui sortent du chômage, qui ont du boulot, des revenus, etc. Et puis ça pose la question environnementale, effectivement. Mais donc moi, ce que je dis, c'est que ce problème transversal, il faut que les territoires le prennent en charge et s'interrogent. Qu'est-ce qu'on fait pour régler les trois? Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a 9000 personnes tous les matins dans leur voiture et souvent une personne dans chaque voiture. Donc là, vous voyez, de manière générale, je crois aussi beaucoup à l'idée que pour régler, en tout cas participer au règlement de beaucoup des enjeux climatiques, environnementaux, il y a des choses à inventer sur les territoires. Mais là, pareil, je dis, prenons en compte les contextes territoriaux et voyons dans quelle mesure on peut inventer des choses qui permettent de régler, qui relèvent circuits courts, économie circulaire, enfin, il y a des millions de choses à faire. En raisonnant, et en voyant comment on peut fédérer aussi les acteurs pour régler des problèmes qui en général ne sont pas stricto sensu environnementaux. En général, c'est souvent au croisement de plusieurs problématiques. Mais donc, forcément, j'ai été vite. C'est vrai que moi, j'ai plutôt une entrée développement éco, mais je pense pas du tout que ça remette en question le discours un peu général de la méthode. Mais je suis d'accord avec vous, il faut intégrer les différentes dimensions dans la réflexion quand on réfléchit sur des projets, quoi. Mais souvent, ces projets, c'est assez transversal. Ouais. Il y a une autre question. Oui, José Cohen, donc je suis président d'une association Philomer sur 7. Alors moi, j'ai trouvé votre exposé absolument passionnant et il y avait un peu contre les idées reçues. Et notamment cette idée qu'il y a des stratégies gagnant-gagnant, on n'est pas forcément dans l'opposition. Après, si vous voulez, les exemples que vous avez donnés, vous avez parlé de temps long, il y a beaucoup de choses qui sont existantes en fait. Ce que vous avez analysé, c'est les synergies dans l'existant. Alors le problème, c'est que c'est pas toujours, on peut avoir une bonne base, mais être encore loin du compte. C'est-à-dire, il y a tout un tas de territoires qui bien sûr ont une base, mais qui cherchent aussi à se développer
est quand même attiré et à changer d'image et à changer, voilà. Et à mon avis, là, c'est plus compliqué, je pense, parce qu'il y a vraiment, on part, alors pas de rien, bien entendu, on s'appuie sur un existant, mais il y a quand même, alors il faut identifier bien sûr les forces vives locales, hein, vous l'avez très bien dit, qui ne sont pas forcément bien identifiées. Hein, moi je pense que notamment sur notre territoire de l'agglomération de Thau, il y a énormément de choses, elles sont pas mais c'est disparate, on n'arrive pas toujours à bien identifier. Et alors je voulais vous donner un exemple qui est un peu un contre-exemple peut-être aujourd'hui, parce que les choses sont très différentes. C'est quelque chose qui souvent revient dans les conversations quand on parle de l'Hérault. C'est l'exemple de Sophia Antipolis. Voilà. Alors Sophia Antipolis, c'est vraiment typiquement le cas, c'est pratiquement un homme. Alors je ne dis pas que ça peut être plusieurs hommes, hein, mais c'est des créatifs. C'est une initiative au départ, bon, tout ça c'est ancien, hein, c'est le monde ancien on va dire. C'est une initiative qui est partie plutôt de la société civile, hein, un homme, mais à l'arrivée il y a 40 000 emplois, quoi, si vous voulez. Après tout le monde se... Bon, voilà, on va pas décrire dans la... Bon, ce genre de projet aujourd'hui où des créatifs se prennent en main, je suis pas sûr qu'il soit encore possible, parce que comme vous l'avez très bien dit, c'est très compliqué, il y a différentes institutions, etc. Bon. Quand vous pensez que Sophia Antipolis, c'est la femme du sénateur Laffitte, Sophie, c'était sa femme, vous voyez, il était un peu mégalo, hein. Mais bon, voilà, c'est quand même particulier. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on en arrive à la question. Sur ce dernier sujet, c'était un peu la volonté quand même aussi de dire c'était un peu, alors même c'est assez ancien cette histoire de Sophia Antipolis, mais c'était un peu, peut-on reproduire une espèce de Silicon Valley à la française aussi quand même, il y avait un petit peu ça. C'est des choses que la puissance publique a essayé de soutenir à travers la politique des pôles de compétitivité. C'est quand même des espaces où on a dit il faut faire bosser les chercheurs, des entreprises, etc. Bon. Je suis moins critique sur les politiques, à la limite, systèmes productifs locaux et pôles de compétitivité que sur le discours métropolisation, parce que malgré tout, ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis quand même de faire un peu bosser ensemble des gens qui bossaient pas trop ensemble. Ça permet quand même des interactions. Après, là où je suis critique, c'est que c'est quand même l'idée, ça y est, on a trouvé un modèle un peu générique de développement économique. Sur les pôles de compétitivité, certains marchent, ceux qui marchaient avant, en fait. Donc Toulouse marche, Grenoble, ça va, etc. Bon. Et ceux qu'on a voulu créer ex nihilo, ça ne marche pas. Parce que ce n'était pas en phase avec les problématiques du terrain. Donc voilà, après, alors, sur le fait qu'on a quand même des territoires où c'est plus dur, moi, tous les territoires sur lesquels je suis allé, hein, je vous redis, là, plateau de Millevaches, nord de Sèvres aussi, qui est un territoire un peu enclavé, on va dire. Il se passe des choses passionnantes. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas la dynamique démographique et économique sur le plateau de Millevaches que vous avez sur le littoral picto-charentais ou sur le littoral aquitain. Mais est-ce que c'est grave ? Si sur le plateau de Millevaches, il faut vraiment, le discours CAM, on peut le déconstruire aussi en montrant que les territoires les plus dynamiques sur le plan démographique quand même là depuis la crise, hein, c'est les territoires dits très peu denses et peu denses. Ils sont plus dynamiques que les territoires denses et très denses. Hein. Alors très peu denses qui peuvent être au sein d'aires urbaines ou plus lointain. Bon, plateau de Millevaches, la démographie est moyenne, on va dire, mais la population ne s'effondre pas. On a une dynamique naturelle plutôt négative parce qu'on a plutôt une population vieillissante, mais on a une dynamique migratoire positive. On a 1 millier de personnes tous les ans qui viennent s'installer sur le plateau de Millevaches. Un quart en provenance d'Île-de-France, avec une typologie... Parfois, c'est des gens en rupture avec le capitalisme qui veulent aller faire pousser des chefs sur le plateau, quoi. Hein. Vous voyez un peu l'idée. Bon, mais pas que ça. Et puis des gens avec des vrais projets. Et encore une fois, dynamique. Il se passe des choses super intéressantes. En milieu rural, par exemple, moi, sur les terrains que j'ai vus, je trouve que la dynamique associative et la capacité des acteurs à faire des choses sur des territoires un peu plus ruraux est super forte. Et on néglige ça. Parce qu'on est trop imprégné. Le discours CAM, vous avez un discours CAM aussi qui a fait du mal, c'est le discours de Christophe Guilluy. Hein. Et c'est un discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, quand même, ça a diffusé ses travaux. Moi je dis, c'est aussi un discours CAM, sauf que lui, il regarde le côté obscur de la force. En gros, il dit, oui, Davzi a raison, l'avenir c'est les métropoles, et donc ça veut dire qu'on oublie de parler des bons petits Français qui sont dans les territoires ruraux, et qui se désespèrent parce qu'il n'y a plus rien à faire chez eux, et donc ils vont voter Le Pen, etc. etc. C'est du discours CAM, hein, sauf qu'ils regardent... Bon, je dis c'est faux. C'est beaucoup plus complexe.
Et allez dans le périurbain, allez sur les territoires dits ruraux, regardez ce qui s'y passe. Bien sûr, il y en a où ça souffre. Bien sûr, il y a des gens mais en milieu urbain aussi, il y a des gens qui souffrent. Hein. Donc ça me semble important quand même de dire. Il y a des choses à faire sur beaucoup de territoires, même s'il y en a qui souffrent plus, mais il faut interroger après les objectifs que s'assignent les politiques. Il y avait une autre intervention. Je vous en prie. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Jean Maillet, Union nationale des acteurs du développement local. Les conseils de développement vont avoir 20 ans, ça a été rappelé, c'est la loi Voynet. Je ne sais pas qui peut revendiquer la maternité des conseils de développement. En tout cas, l'UNADEL participe d'une des nombreuses paternités de ceux-ci, puisque, effectivement, au moins dans la décennie précédente, dans l'élaboration de la loi Voynet, qu'il faut toujours aussi référer à une loi Pasqua qui préfigurait les pays, les conseils de développement se sont mis en place dans un certain nombre de territoires. La question, elle est assez simple. On le voit, on est sur des temps longs, les conseils de développement. Des temps longs et puis aussi des postures des élus, bienveillants par rapport à la société civile, des postures de la société civile capables de dépasser un certain nombre de clivages. La question, elle est simple. Donc, comment aujourd'hui on peut former ces trois publics que sont à la fois les élus, les représentants de la société civile, mais aussi les techniciens des collectivités territoriales pour faire en sorte que chacun n'y perde rien et tout à gagner à ce que ces conseils de développement, avec les élus, produisent aujourd'hui des projets de territoire, parce que dans ce que vous avez décrit autour de la CAM, on retrouve là des discours de politique publique qui ont cours depuis une trentaine d'années et quasiment mot à mot, on pourrait remonter au gouvernement Rocard et à Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail, quand vous évoquez la compétitivité des territoires. Alors, on va donner des exemples dans la table ronde qui suivent de fonctionnement, mais alors la question est simple, mais la réponse l'est moins. Il y a des vrais enjeux autour de ça. Enfin, moi, je suis assez convaincu. Moi, mon sentiment, en tout cas, c'est que les personnes les plus dures à avoir et avec lesquelles échanger en tant que chercheur, c'est les élus qui sont les plus durs à toucher, en fait. Et donc, il y a une problématique de formation des élus, on peut dire. Formation continue des élus. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, je travaille beaucoup avec des collectivités. Parfois, les techniciens dans la collectivité sont en phase, etc. Mais les élus, ils ne sont pas là-dedans, quoi. Comment faire ? Ils ont, quand vous dites ils sont pas là ou ils sont pas formés, et donc pas assez ouverts à travailler avec la société civile et avec. Surtout, c'est-à-dire qu'ils sont, bon gré mal gré, beaucoup imprégnés des discours, notamment du discours que j'indique, CAM, quoi. Et donc pour arriver à ce que ça bouge. Il faudrait avoir des temps d'échange, etc. Bon, je ne vais pas nommer la personne ou quoi, qui après, je dis pas, qui peut faire du... Voilà, c'est l'exemple type de l'élu d'un conseil régional que je ne nommerai pas lorsque j'étais... qui vient intervenir au milieu de la journée. Il y avait plein de chercheurs ont bossé sur des sujets qui pouvaient l'intéresser, hein, en charge du développement économique, qui arrive, qui parle pendant 20 minutes et qui s'en va en disant « Ah, j'aurais bien aimé rester, ça a l'air passionnant ce que vous faites, mais j'ai pas le temps. » Voilà. Bon, ça m'interroge. Je trouve que ça pose question. Je sais bien que l'emploi du temps des élus, c'est un peu hallucinant, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on ait le temps. Plus de curiosité, c'est ce que vous voulez. Plus de curiosité. Ouais, et puis du temps d'échange, d'interaction aussi, malgré tout, avec ce que produit. Moi, je trouve que pareil, à toutes les échelles, les politiques ont pris conscience de l'importance des universités sur l'aspect techno. Hein ? Pas sur l'aspect sciences humaines et sociales. Peut-être un moyen de dire un peu ce que vous faites là, de ressourcer. En fait, il faut du temps de ressourcement de l'ensemble des populations, des techniciens, des élus. Peut-être il y a des connexions plus importantes à faire avec le monde de la recherche en sciences humaines et sociales. Là, avec la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que, moi, j'ai échangé avec, et je dis, il faudrait qu'on invente un truc, quoi, qu'il y ait des conventions signées entre vous et les universités, qui est des temps d'échange, de réflexion, etc. Parce que quand même, ça permet... Et c'est une ressource super... moi, je suis à Poitiers, j'ai eu très très peu d'échanges avec les responsables de la ville de Poitiers. Alors que Poitiers, c'est une petite ville, hein. C'est 100, 120 000 habitants. Il y a 30 000 étudiants à l'université. C'est une grosse université. Vous avez toutes les disciplines. On bosse sur les territoires en économie, en géographie, en droit, en gestion, en sociologie. C'est de la ressource quand même humaine pour dire les interactions avec les élus du territoire, elles sont quasi inexistantes. Hein, donc là, voilà, il y a des choses à faire, je pense. Une autre question. Alain Masclet, je ne vous dirai pas
pour l'instant de quelle présenter, communauté d'agglo je proviens, parce que je vais être amené à tenir des propos qui ne sont pas tout à fait politiquement corrects. Alors, donc je ne voudrais pas stigmatiser l'agglomération de laquelle je viens. Je tiens d'abord à vous remercier pour avoir fait un peu l'éloge de la complexité, parce que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de nos élus, d'avoir conscience de la complexité et d'être amené à tenir des discours tellement réducteurs que finalement on en arrive à des discours populistes. Parce qu'on n'appréhende pas la complexité dans son ensemble. Alors, pour la question de gouvernance, c'est pas une question, je vais vous relater mon expérience et après il y aura une question quand même, comment faire. Nous venons, dans ma communauté d'agglo, d'être sollicités par le président sur le problème de nous préoccuper du problème de la mobilité dans notre agglo. Alors, notre agglo fait partie d'un arrondissement de 300 000 habitants. Il y a 2 agglos sur cet arrondissement de 300 000 habitants. Donc c'est important. Et pour les problèmes de transport, il y a un syndicat intercommunal qui s'appelle le CIMOVE, qui est chargé de régler les problèmes de transport pour les 2 agglos. Il existe, comme vous le savez tous, un plan de déplacement urbain qui était rendu obligatoire par la loi. Et nous avons un plan de déplacement urbain qui date de 2013-2023, et nous sommes en 2018. Et le président de l'agglo nous confie le soin de nous préoccuper, de lui apporter de l'aide pour se préoccuper du problème de déplacement et de mobilité dans notre secteur. Il n'a manifestement pas connaissance, ou il l'a oublié, du PDU, alors qu'il a été amené en tant de maire de la grande ville, de la communauté d'agglo et de président de l'agglo, à donner son avis sur le PDU, que les services préfectoraux ont donné leur avis par un document important, parce que le PDU lui-même, qui a été fait par une filiale de la Caisse des dépôts, c'est un PDU qui est très élaboré, très complet. Le préfet a posé la première question, en dehors de toutes les questions, interrogations et propositions qui ont été faites pour modifier un peu le PDU avant l'enquête d'utilité publique. La question posée était la question de la gouvernance. Et de manière tout à fait prémonitoire, le préfet dit « tout ça c'est très bien, votre plan », mais se pose la question de la gouvernance et de la coordination, de la mise en place d'une réelle gouvernance coordonnée entre le CIMOVE et les 2 communautés d'agglo. Et depuis 5 ans, cette gouvernance n'est toujours pas mise en place. Alors, que répondre? Que faire? Que dire? Comment intervenir dans le débat? En tant que conseil de développement. Alors peut-être que, je ne sais pas si si ma réponse vous aidera beaucoup, mais je pense que sur cette question-là de la gouvernance, en fait, le gros problème qui se pose, c'est que selon le sujet à traiter, le périmètre pertinent n'est pas le même. En France, on est trop obsédé par quel est le périmètre pertinent. Ça a été la question quand on a fusionné les régions, etc. Moi, c'est quoi? Bon, quand on fait de l'interco, c'est quelle commune on met dedans? Bon, alors on sait bien, des arbitrages, bon, bref. Et en fait, c'est une mauvaise question, la question du périmètre pertinent. Parce que le périmètre, enfin, on peut dire aucun n'est pertinent ou tous sont potentiellement pertinents. Parce que selon le problème à traiter, les coopérations ne doivent pas être faites avec les mêmes acteurs. Donc c'est une des... Bon, et donc c'est... Mais là, j'ai pas vraiment la réponse. Un enjeu, c'est selon les sujets, il faut arriver à collaborer avec un tel. On va pas attendre de dire « Ah ben on va redécouper ça autrement, comme ça on sera dans le bon périmètre, on va faire des trucs » parce qu'encore une fois, selon le sujet, ce sera pas le même. C'est comment on arrive à inciter à de la collaboration et à mettre autour de la table les gens concernés par le sujet. Là, j'ai envie de dire, c'est pas simple. Moi, j'essaie de... C'est pas sur ce sujet-là, c'est des sujets un peu plus justement développement éco, etc. C'est un des messages, moi, que j'essaie de faire passer à la région Nouvelle-Aquitaine, qui est en train de signer des contrats avec ces territoires. Et donc, les schémas de la région sont prescripteurs, comme on dit. Et la région octroie des aides aux territoires dans le cadre de ces contrats. Ben, je dis, il faut que ce soit aussi faut que vous en fassiez des outils incitatifs. Par exemple, dites au territoire, on va contractualiser avec vous. En plus, la région Nouvelle-Aquitaine a identifié des territoires dits fragiles. Elle a dit, on va vous donner des aides bonifiées. On va donc vous aider plus que... Moi, je leur dis, mais dites-leur. Mais attention sur les sujets, interrogez-vous. Est-ce qu'il y a matière à collaborer? Et si oui, vos projets doivent être collaboratifs et comme ça, on vous aidera. Vous voyez,
les gens répondent aux incitations. Hein, ça, c'est ma casquette d'économiste, quoi. On répond aux incitations. Donc, il faut en mettre des incitations à la collaboration, etc. Voilà. Bon, c'est une réponse très vague, je sais. Après, il faut faire confiance à l'intelligence des acteurs, mais souvent, c'est pas spontané. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui tape sur la table, soit du coercitif, soit de l'incitatif, quoi. Alors, on va prendre une dernière question avant de passer à notre sujet suivant. Oui ? Alors, Christophe Bell, je suis président du Conseil de développement Ouest-Charente, Pays du Cognac. Et ce que j'aimerais, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est une question, c'est de dire que moi, j'aimerais voter pour des gens qui portent un projet sur un territoire. C'est-à-dire pour éviter une compétition entre la ville-centre et les villes à côté. J'habite à Cognac, donc ville-centre de Grand Cognac. J'aimerais pouvoir voter au suffrage universel direct pour les élus communautaires et qu'ils soient élus sur liste. Et que ça permette qu'ils portent un projet sur la totalité de la collectivité et peut-être qu'on arrivera à atténuer un petit peu la compétitivité. On a l'exemple sur le projet local de santé, par exemple, où on a un projet local au niveau de la ville et un projet qui est porté au niveau de la communauté d'agglo. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui font pas sens, quoi, en tant que... Voilà. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est un vrai sujet avec l'explosion de tout ce qui est intercommunalité et de plus en plus de choses qui se font à cette échelle-là. Ça pose la question de la légitimité démocratique, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, on voit des territoires où ça dysfonctionne totalement entre la ville et puis l'agglo. Sur les terrains qu'on a fait, là, on a bossé notamment sur Sainte-Saint-Jean-d'Angély. Et à Sainte, c'est une catastrophe. Hein. Et donc, vous êtes ils sont là. Vous confirmez, hein? Catastrophe. Donc, 0 projet. C'est la guerre entre les deux, 0 projet. J'ai assisté, mais c'est hallucinant, hein, à Sainte. À une réunion, il y avait un représentant du Crédit Agricole parce qu'ils ont fermé un site. Qu'ils ont rouvert à La Rochelle. Et donc le mec du Crédit Agricole était là en disant mais vous savez, dans le cadre du plan de revitalisation, moi j'ai une enveloppe, j'ai 1 million d'euros à dépenser, mais à Sainte il y a 0 projet, donc je viens là pour savoir si quand même il n'y aurait pas des trucs à soutenir. Mais il se passe rien. Donc bon, je m'écarte un petit peu, mais pour dire c'est un vrai sujet. Moi je suis d'accord, il faudrait, ça pose la question de la légitimité démocratique, quoi. Donc après bon voilà, moi il me semble quand même qu'il y a de la place aussi pour des élus, qui se présentent au suffrage, même ce serait bien que certains produisent d'autres discours que le discours CAP, justement. Et je crois qu'il y a de la place et je pense quand même qu'il sera entendu par des électeurs, quoi. Alors, juste une dernière intervention et puis nous allons conclure et vous libérer. Oui, désolée pour la voix, elle va revenir demain. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, merci. Marie-Christine Simian, Grenoble. Donc, je donne rendez-vous à cette personne qui se préoccupe de l'élection au suffrage universel direct au forum qui a lieu demain matin parce que c'est le sujet. Et puis, je glisserai quelques petites phrases horribles. J'adore ça. Concurrence et compétition, finalement, c'est une situation qui se trouve partout dans la nature. Et pisser sur son territoire, c'est vraiment très classique. Quid des métropoles repoussantes? Est-ce qu'on y a réfléchi? Est-ce que l'horizon ne devrait pas aller au-delà de la prochaine élection? Et puis, misons sur le rôle de catalyseur du Conseil de développement. Ouais, sur cette question de la concurrence. Ouais, moi je pense que ça relève de l'archaïsme, hein, la question de la concurrence et le mythe. Là, c'est pareil. Presque des fois, je dis bon, c'est presque psychanalytique, quoi. Cette obsession de la grande taille aussi, quand même, hein, par nos élus essentiellement mâles. Hein. Non, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, des fois, hein. Mais c'est vrai dans le monde privé, hein, un dirigeant d'entreprise, il a l'impression que plus l'entreprise qui manage est grande et plus il est puissant, plus il a de pouvoir, etc. J'ai l'impression qu'on a, sur les métropoles repoussantes, d'une certaine manière, en fait, c'est qu'il y a de la mécanique économique assez inéluctable qui se manifeste. Je parlais de Bordeaux. Par exemple, je prends 30 secondes, oui. Je vais très vite. La notion mise en évidence par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de territoire fragile, moi je leur ai dit, je pense pas que ce soit la bonne entrée, parce qu'on a des fragilités territoriales, et un territoire qui a des fragilités aujourd'hui, c'est Bordeaux. Mais parce que le mécanisme, c'est un territoire qui a attiré de la population, ça fait exploser le prix du foncier, on a des énormes problèmes de congestion, et donc ça produit aussi de la gentrification, ce qu'on appelle de la gentrification, c'est-à-dire que les gens qui peuvent résider dans le centre-ville de Bordeaux, c'est des cadres sup+++. Hein. Et donc ça relègue, ça repousse
des personnes, classe moyenne, etc., qui sont obligées de résider de plus en plus loin. Et donc on a un double phénomène sur Bordeaux qui est en train d'émerger, de gentrification au centre et potentiellement de ghettoisation à d'autres endroits. Donc il y a cet aspect, à la fois c'est une ville qui attire, mais en fait le fait qu'elle attire pose des problèmes qui fait qu'elle repousse aussi. Et donc si on n'a pas l'intelligence de ces processus-là, et qu'on n'essaie pas de réfléchir collectivement entre Bordeaux, Libourne, etc., les territoires alentours, eh bien justement ce problème de ghettoisation, de gentrification va être exacerbé. Et ça va poser derrière des problèmes économiques, sociaux, enfin de toute nature. Alors on va vous remercier Olivier Bouga-Olga.